pour les besoins d'un rapport que je dois remettre au ministère de la Culture prochainement sur les droits culturels des migrants. J'ai été amené à faire de nombreuses réunions dans des villes de province, comme on dit, et j'ai été à chaque fois très surpris par la présence nombreuse des militants associatifs qui aident les migrants. C'est ce que je qualifierais dans ce rapport, entre guillemets, de peuple invisible de la France, dont on ne parle pas et qui est très engagé notamment sur le terrain de l'alphabétisation des migrants, puisque, comme on le sait, la question de l'apprentissage de la langue française est une vraie question difficile, puisqu'il faut avoir des papiers pour connaître le français. Et c'est une grande revendication de beaucoup d'associations en France que d'apprendre le français avant d'avoir la possibilité d'acquérir ces fameux papiers. Alors c'est une bataille qui a l'air comme ça très lointaine, mais qui est centrale en fait, cette question de la culture, de la langue. Et beaucoup sont engagés dans cette histoire, dans cette mobilisation, dans des villes, bien sûr, comme Grande-Synthe, que vous connaissez tous, mais dans d'autres villes, Grenoble, Marseille, Dunkerque, Pau, Vichy. Vous voyez, dans toutes ces villes où j'ai pu aller, et où à chaque fois, il y avait des militants, des mouvements associatifs qui m'expliquaient le sens et qui me disaient, qui me racontaient le sens de leur combat. Alors, ce que je voudrais faire ici rapidement devant vous cet après-midi, c'est peut-être essayer de dégager un certain nombre de réflexions, un peu générales peut-être, sur le rapport entre la France et son histoire migratoire. Vaste programme, bien entendu, qui nécessiterait, disons, naturellement des heures de connaissances, de discussion, de savoir, mais d'essayer peut-être à travers cette question de poser un certain nombre de points de repère et de questionnements. Parce que peut-être que l'inscription dans la longue durée, dans la durée historique, nous permet quelquefois d'y voir plus clair sur un certain nombre de prises de position, à la fois politiques, culturelles, et puis aussi, comme l'a évoqué Jean-Michel Clément, d'essayer aussi d'abattre les peurs qui existent dans la société française sur ces questions migratoires. Alors je dirais que d'abord que la France est le plus vieux pays d'Europe sur l'histoire migratoire. C'est le plus ancien pays en Europe qui a posé cette question migratoire, qui a connu, disons, l'arrivée d'immigrés, d'étrangers, comme on disait à l'époque, à la fin du XIXe siècle. Je partirai de cette période, bien sûr, de la fin du XIXe siècle, puisqu'il s'agit de la constitution des États-nations, constitués avec des frontières. Et la notion de frontière en matière migratoire est tout à fait décisive. Donc il y a, à la fin du XIXe siècle, en France en particulier, l'arrivée d'une première migration transfrontalière, les Belges, les Suisses, bien sûr, les Italiens en particulier, qui viennent s'installer en France. Et par conséquent, la France est le plus ancien pays d'Europe connaissant ce qu'on n'appellerait pas aujourd'hui des vagues migratoires, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas dire vagues migratoires, parce qu'avec ce qui se passe en Méditerranée, c'est pas bien. Donc, vous savez, il y a des mots comme ça qu'on ne veut plus utiliser. Donc, disons, de temps migratoire, de mouvement migratoire, c'est par conséquent une inscription dans la longue durée. Alors, dans cette inscription dans la longue durée, avec ces premiers moments migratoires, ça signifie qu'il y a en France, il faut le dire tout de suite, une tradition historique d'accueil des migrants. Il y a aussi, bien sûr, des traditions d'hostilité et de xénophobie et de racisme. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects qui existent dans l'histoire française et qui s'inscrivent dans une durée très ancienne, dans une très longue durée. Et cet aspect est important. Alors évidemment, les causes sont multiples. Le déficit démographique en France à la fin du XIXe siècle, naturellement l'exode rural, la révolution industrielle, la nécessité d'une armée de conscription très forte, parce qu'à l'époque, le patriotisme exigeait que l'on récupère l'Alsace et la Lorraine. Donc il fallait enrôler, disons, dans l'armée beaucoup de monde, d'où les décrets permettant une naturalisation rapide d'étrangers, précisément pour servir dans l'armée française. Donc on a par conséquent une vague migratoire aux causes multiples, qui explique bien sûr cette ancienneté d'installation des étrangers en France, à quoi vont s'ajouter d'autres causes dans l'histoire. D'abord les guerres,
la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, qui amènent des vagues migratoires, enfin des moments migratoires, avec bien sûr les soldats coloniaux en particulier et travailleurs coloniaux dans la Première Guerre mondiale, puis ensuite dans la Seconde Guerre mondiale. Ce sont donc des causes supplémentaires et l'Empire a joué un très grand rôle dans le réservoir de main-d'œuvre sur le plan, disons, militaire, mais aussi sur le plan social. Et c'est donc une cause supplémentaire qui vient s'ajouter aux causes antérieures dont je viens de parler, ces révolutions industrielles, déficit démographique, etc., etc. Et puis, dans ces causes nouvelles, il y a à chaque fois la construction, reconstruction de la France. C'est-à-dire les étrangers jouant un rôle tout à fait décisif dans la reconstruction française, notamment après l'effroyable boucherie de la Première Guerre mondiale, puis ensuite les grandes destructions de la Seconde Guerre mondiale aussi, hein, qui ont nécessité l'apport d'une main-d'œuvre étrangère. Alors je dis tout cela parce que toute cette histoire, dans le fond assez ancienne, c'est un siècle d'histoire, toutes ces histoires, toutes ces vieilles histoires, eh bien on a tendance, malheureusement trop souvent, à les oublier. Elles ont été rappelées récemment dans un documentaire, j'espère que vous avez vu, qui s'appelle L'Histoire d'une nation, qui a été diffusé sur France 2 il y a 15 jours, 3 semaines, et où ont été rappelés, disons, cet apport d'une main-d'œuvre et par conséquent, voir à travers toute cette première histoire, voir à quel point l'histoire de France, c'est aussi une histoire des migrations. Je ne dis pas que c'est la principale, bien entendu, mais c'est aussi l'histoire des migrations. Et dans cette histoire de France, l'immigration, c'est une histoire ouvrière, parce que les étrangers, fondamentalement, sont tous presque des ouvriers. Ils appartiennent à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait et ce qu'on appellera encore la classe ouvrière, c'est-à-dire de ceux qui ont été dans l'industrie automobile, dans la sidérurgie, dans la métallurgie, dans le bâtiment. C'est-à-dire que l'histoire des vagues migratoires, du point de vue de la mémoire nationale française, c'est une part de l'histoire ouvrière. Et c'est cette part de l'histoire ouvrière, disons, qu'on n'arrive pas peut-être à mémoriser suffisamment dans la mesure où cette part de la mémoire ouvrière tend à s'effacer dans la culture politique contemporaine. Et donc il ne faut jamais perdre de vue que si, bien sûr, il y a eu des artistes, des musiciens, des sculpteurs, des écrivains dont les noms sont très célèbres, dont les noms sont très connus et qui ont, bien sûr, participé du rayonnement de la France. Alors, vous les connaissez tous. Le plus célèbre étranger, qui est resté très longtemps un étranger dans la cité française, c'est Picasso, qui est resté 40 ans un étranger vivant en France, sans papier français. Et c'est toujours très drôle lorsque je vois aujourd'hui en quoi la France a aidé Picasso. On se dit, mais c'est Picasso qui a apporté, disons, ce rayonnement de la France dans le monde. Je cite Picasso parce qu'il est naturellement le plus célèbre, mais vous pouvez mettre à côté de Picasso, bien sûr, Chagall, Modigliani. Enfin, on ne va pas ici faire la liste de tous les chercheurs, savants, historiens ou autres qui ont participé à la fabrication de la vie intellectuelle française et qui est très importante. Mais n'oublions pas que la plus grande partie, disons, de cette immigration, de cette histoire migratoire, c'est l'histoire ouvrière française. C'est une histoire ouvrière française. Je dis cela parce que très souvent et trop souvent, lorsque l'on parle en France de ce qu'on appelle les classes populaires, eh bien très souvent, les classes populaires, eh bien c'est ceux qui sont quelquefois directement les descendants d'une histoire ouvrière française. Et pas simplement du point de vue d'une communauté particulière ou disons d'une conception ethnique de la nation, mais c'est une histoire sociale. Ce sont les descendants ou ce sont eux-mêmes, disons, ceux qui fabriquent de l'histoire sociale, de l'histoire ouvrière française. Alors, pour aller vite, bien sûr, d'autres ajouts dans cette histoire de la France, c'est la question, disons, de la période, d'une autre temporalité historique qui vient s'ajouter, encore une fois, aux causes antérieures, c'est la question de la décolonisation. C'est-à-dire que la décolonisation nous amène, disons, des étrangers nouveaux, de ceux qui étaient dans l'empire colonial et qui n'étaient pas forcément considérés eux-mêmes comme des étrangers, puisqu'ils étaient des sujets coloniaux ou français, ou bien même des Français eux-mêmes, en étant des indigènes. Tout ça est un petit peu compliqué, je n'ai pas le temps de m'y attarder, bien sûr. Mais ça veut dire l'émergence des États nouveaux
dans le processus mondial de décolonisation, eh bien, va amener par conséquent aussi une vague d'immigration que l'on qualifiera de post-coloniale. Et c'est à partir, disons, des histoires des immigrations post-coloniales, c'est-à-dire venant de pays ayant accédé aux indépendances politiques dans les années 60-70, que l'attention va se polariser en France sur les questions migratoires. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, dans le fond, aujourd'hui, en 2020, on a le sentiment peut-être que les questions difficiles de l'immigration commencent avec les immigrations postcoloniales, c'est-à-dire commencent dans les années 60, avec ce sentiment illusoire, bien sûr, qu'auparavant, eh bien, il n'y avait pas de difficultés, pas de questions particulières, et que dans le fond, toutes les histoires migratoires qui se sont succédées, grosso modo, des années 1860-70 jusqu'aux années 1960-70, c'est-à-dire un siècle après, pratiquement, enfin grosso modo, bien sûr, eh bien, se sont déroulées, dans le fond, de manière harmonieuse, dans une sorte, disons, d'intégration, s'accomplissant par le temps qui passe, hein, par l'intermédiaire, bien sûr, de l'école républicaine, naturellement des partis politiques, des syndicats, etc. Et puis arrive la décolonisation et ce qu'on pourrait qualifier d'immigration postcoloniale. Et là, on a le sentiment que, dans le fond, les questions migratoires commencent. Et donc, à partir de là, vont se développer, notamment dans les années 70, 80, 90, l'installation d'un couple qui est celui de l'immigration et de la question coloniale. C'est-à-dire que c'est immigration et question coloniale qui vont être mis en couple pour essayer de comprendre les difficultés en oubliant, entre guillemets, en oubliant naturellement les histoires antérieures et en mettant de côté tout l'aspect social de l'immigration, de l'histoire de l'immigration, pour ne retenir que la mise en place, disons, d'un couple politique et idéologique qui est la colonisation, la post-colonisation et l'immigration. Et en évacuant, bien sûr, ou en mettant de côté ou en reléguant, disons, l'aspect social de cette histoire de l'immigration sur la longue durée. Alors, cette question, naturellement, est une question, à mon sens, qui est très, très importante parce que si on s'est installé dans cette façon de procéder, par parenthèse, dans ce couple qui se met en place entre immigration et question coloniale, viendra ensuite s'ajouter un troisième facteur qui fabrique une sorte de couple à trois, qui est immigration, question coloniale, islam. C'est-à-dire que la question coloniale va ensuite s'amoindrir comme facteur explicatif pour donner naissance à un autre facteur qui va monter en puissance, qui est la question de la différence religieuse et de l'écart qui existe par rapport à la question religieuse et pas simplement par rapport à la question politique. Ce qui va encore plus compliquer naturellement la perception qu'on peut avoir de cette histoire longue de l'immigration dans la société française. Alors comment appréhender, non pas régler, parce que ça ne m'appartient pas ici dans un exposé très court de régler ces questions, mais de les poser, d'essayer de diagnostiquer, disons, ces questions-là. La première chose qu'il faut dire, bien sûr, c'est la restitution mémorielle de l'histoire de l'immigration sur la longue durée. Et cette restitution mémorielle, elle passe par la réhabilitation de la dimension ouvrière dans la fabrication de ce qu'on a appelé l'identité nationale. Qui a construit ce pays? Quand je dis construit, c'est au sens physique du terme. Les routes, les autoroutes, les bâtiments, les métros. Je veux dire, c'est qui a construit la France? Je veux dire, cette question-là, elle nous, quelquefois, permettra de ne pas rester englués, enfermés, disons, dans les questions dites, entre guillemets, identitaires. Mais la deuxième chose sur laquelle il faut alors revenir, c'est le fait que cette histoire de l'immigration, elle est trop souvent considérée comme une histoire à part, comme une histoire périphérique, comme une histoire séparée de l'histoire française. Et elle est traitée comme une histoire, disons, presque souterraine ou en contradiction avec l'histoire française. Vous auriez une histoire française enseignée avec, bien sûr,
la monarchie, les rois, la République, Stéphane Bern, bon, pour aller vite. Et donc, vous avez par conséquent plein de secrets d'histoire, donc qui est l'histoire, entre guillemets, grandiose. L'histoire, disons, qui est l'histoire enseignée, qui est formidable. Et puis, à côté, donc de manière enfouie, de manière souterraine, il y a l'histoire, disons, à la fois ouvrière et surtout des migrants, qui est une histoire bien moins intéressante, bien plus, disons, confuse, obscure et souterraine, etc. Or, le problème, c'est la réintégration de cette histoire dans une histoire générale. C'est-à-dire de faire en sorte que cette histoire ne soit pas séparée d'une histoire générale, donc qu'elle soit enseignée en tant que telle, et donc qu'elle soit montrée en tant que telle. Alors, évidemment, des efforts ont été faits quand même à ce niveau-là, bien sûr, puisque pour la première fois cette année, à la suite d'ailleurs d'une mobilisation des professeurs d'histoire et géographie, parce que la géographie c'est très important, eh bien pour la première fois, les programmes scolaires font explicitement mention depuis la semaine dernière, donc ça c'est une nouvelle tout à fait récente que je vous donne, c'est ultra récent, hein. Bon, on a donc décidé d'ajouter dans les programmes scolaires, disons, une dimension qui est celle de l'enseignement de l'histoire de l'immigration sur la durée longue, donc à partir du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Ce qui est une première. L'étape d'après, bien sûr, c'est d'essayer de faire coïncider cet enseignement avec les sujets, disons, au concours, c'est-à-dire baccalauréat, CAPES, agrégation, etc. Parce que vous pouvez enseigner, mais si les sujets ne tombent jamais, les élèves s'en foutent complètement. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Donc, vous savez, il y a beaucoup d'astuces très compliquées dans l'éducation nationale. C'est très une machinerie très complexe. Donc, il y a déjà cette étape, il y a déjà cette bataille culturelle qui est très importante, qui est de faire en sorte que cette histoire ne soit pas séparée. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, c'est dans le vide d'une histoire non enseignée et éclatée que viennent s'engouffrer les peurs, les fantasmes, les stéréotypes, bien sûr. Et tout l'aspect, j'allais presque dire, négatif de cette histoire stéréotypée, lorsqu'elle n'est pas connue, eh bien, elle prend le pas, disons, sur une autre catégorie d'histoire. Donc c'est très important de combler ce fossé par l'enseignement ou la représentation, et c'est ce qui commence à être fait, ce qui est difficile, qui est quand même très difficile, mais ce qui commence, disons, à être pris en charge, mais qui doit continuer à être pris en charge, notamment dans tout ce qu'on pourrait appeler l'aspect des batailles culturelles, qui sont décisives aujourd'hui. Les batailles culturelles sont tout à fait centrales, tout à fait décisives, et je crois que c'est un deuxième aspect, disons, qui est tout à fait important. Il y a naturellement d'autres aspects qui sont importants, en particulier sur le fait de comprendre, sur le plan politique cette fois-ci, parce qu'on n'est plus simplement sur le plan culturel, sur le plan politique, de comprendre dans le fond que si les migrations se poursuivent, et voire même s'accentuent dans certains cas, c'est parce que nous sommes politiquement dans une carte géopolitique où le fossé s'est considérablement creusé entre le nord et le sud. Et ça, c'est une question politique. Ce n'est pas simplement, bien sûr, une question culturelle. Et dans le fond, la question des migrations, c'est aussi une question qui ne relève pas simplement du ministère de l'Intérieur, sur la question de la sécurité des frontières, etc., mais de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire la question de la nature des régimes, des guerres qui ont lieu, des solutions politiques à trouver, et qui permettraient, bien sûr, d'avoir une vision beaucoup plus large qu'une vision extrêmement réduite aux seules préoccupations sécuritaires intérieures. Or, malheureusement, très souvent, on le sait, il y a comme une sorte, là aussi, de séparation entre la compréhension qu'on peut avoir d'une tradition française d'accueil et celle qui vise à comprendre une intervention en termes de compréhension de politique étrangère, de politique extérieure de la France. Comme si la question migratoire, disons, était une question posée uniquement sur un biais franco-français. Or, c'est pas, et ça ne peut pas relever, disons, d'un biais uniquement franco-français, puisqu'il relève aussi de toute une stratégie, toute une élaboration, notamment dans des situations quelquefois de crise politique aggravée. On l'a vu récemment. Il est bien évident que l'aggravation de ce qui s'est passé dans les processus migratoires dans les années 2013, 2014, 2015, eh bien, sont consécutifs aussi à ce qu'on a appelé l'échec des révolutions arabes, c'est-à-dire le déclenchement en 2011 des processus de démocratisation dans un certain nombre de pays et qui n'ont
abouti ou avancé plutôt que pratiquement dans un seul pays, qui était le pays de départ d'ailleurs, qui est la Tunisie. Mais sinon ailleurs, c'était des guerres absolument effroyables et qui ont provoqué le départ, disons, de centaines de milliers de personnes, disons, de ces pays, notamment la Syrie et la Libye, bien sûr, et où la politique étrangère de la France a joué un très grand rôle, je ne m'y attarde pas. Donc on a par conséquent là aussi des responsabilités, disons, politiques et géopolitiques particulières que l'on met et que l'on doit mettre en rapport avec la question migratoire. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir, parce qu'on est encore, disons, dans des séparations d'histoire. Et puis enfin, la dernière chose politique de séparation, c'est ce qui relève, disons, d'une politique opposée entre accueil et sécurité. C'est-à-dire qu'on a un couple, là aussi, qui n'existe pas vraiment d'ailleurs, parce que soit on met l'accent dans des rapports sur l'accueil, soit on va mettre l'accent essentiellement sur la sécurité, les frontières, les fermetures, etc. Or, la grande tradition française qui permet le rayonnement culturel de la France au plan mondial, c'est sa tradition d'accueil, c'est pas sa tradition sécuritaire. C'est la tradition d'accueil qui donne à la France et ce qui permet à la France de pouvoir continuer à exister sur le plan international, notamment en rapport avec sa propre histoire, c'est-à-dire l'histoire qui est celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen universel, dont on fête cette année l'anniversaire, 1948-1978. Donc si on veut bien fêter cet anniversaire, l'accent politique, à mon sens, il doit être davantage dans les commémorations de la Déclaration universelle des droits de l'homme que dans la réaffirmation continuelle des principes sécuritaires. Voilà, je vous remercie.